À l'issue d'une saison estivale passée à explorer les fjords, le paquebot le Dumont d'Urville accoste le matin du 15 août 2023 dans le port de Bergen en Norvège. Et cette escale est le prélude à une traversée de l'Atlantique Nord en direction de Toronto au Canada. Situé au confluent de plusieurs fjords au sud de la Norvège, Bergen a toujours été un port très actif. Connu depuis le Moyen-Âge, ce comptoir de la Ligue hanséatique commerçait avec les plus grands ports marchands de la Baltique ou de la mer du Nord. Les entrepôts typiques du quartier de Bryggen sont toujours là pour témoigner de la riche histoire de la ville. Peuple de marins aguerris et fiers de leur passé, les Norvégiens, actuels descendants des redoutables Vikings, ont toujours eu à cœur de préserver leur patrimoine maritime, transformant le bassin de Vaggen en musée à ciel ouvert. Bergen est entourée de hautes collines qui retiennent les nuages venus de l'ouest. C'est la ville la plus arrosée du pays qui aujourd'hui n'échappe pas à la règle. En attendant l'heure de l'appareillage, la pluie confine les passagers à bord et il faudra patienter jusqu'en fin de soirée pour voir le ciel se dégager enfin. À cause de plusieurs bagages perdus lors des transits aériens et qu'il faut attendre, l'appareillage du bateau est retardé jusqu'au milieu de la nuit. Avec discrétion, le navire s'éloigne du quai et les lumières de la ville s'estompent rapidement dans le sillage. Ces quelques lueurs sont le dernier lien avec la terre qui s'éloigne. Sans transition, au lever du jour, le Dumont d'Urville part à l'assaut de l'Atlantique Nord à destination de l'Amérique. La Terre a disparu derrière l'horizon, les passagers, dès leur réveil, basculent dans l'inconnu et font face au grand large. Au bout de la première journée, le bateau navigue à 12 milles au large des îles Shetland tout au nord de l'Écosse. Une nuit et une matinée de navigation plus tard, ce sont les côtes des îles Féroé qui sont en vue, marquant ainsi le point le plus septentrional du parcours, à plus de 60 degrés de latitude nord. L'Europe est maintenant derrière nous, cap vers les Amériques. Face à l'immensité de l'océan, chacun trouve son rythme de croisière. L'équipage est en veille permanente à la passerelle, à peine distrait par le seul et unique navire rencontré durant toute la traversée. Pour les passagers, les heures des repas sont les points fixes qui marquent le déroulement de la journée. Un buffet quotidien, très fréquenté, est dressé sur le pont extérieur face à la piscine où chacun peut apprécier la gastronomie du bord.
Et après les nourritures terrestres, vient le temps des nourritures culturelles à la bibliothèque, à moins que cela ne soit l'heure de la méditation au salon du pont supérieur. Ainsi va la vie en mer. Le Dumont d'Urville trace régulièrement son sillage à travers l'océan, ce dont nous informe le commandant chaque jour à midi. Bonjour, voilà donc notre point midi. Nous sommes à une distance équivalente entre l'Islande et le Groenland. On a parcouru déjà 1100 milles. Il nous reste 2100 milles jusqu'à Toronto. Notre position à midi, c'était 59 degrés, 37 minutes nord. Notre longitude, 31 degrés et 16 minutes ouest. Eh bien, je vous souhaite un très bon déjeuner ainsi qu'une très bonne après-midi. Merci beaucoup de votre attention. Grâce à une météo plutôt favorable et une mer paisible, le Dumont d'Urville poursuit chaque jour sa route avec régularité. L'allure est confortable et les passagers peuvent profiter de toutes les activités disponibles à bord. En cette fin de journée, c'est un récital de variétés qui est proposé dans le grand salon du bateau. Au bout d'une semaine de navigation, nous comprenons que nous nous rapprochons des côtes du Canada. Une terre apparaît. Après toutes ces journées passées en mer, il s'agit là de Belle-Île, un avant-poste au large de Terre-Neuve. À droite, on aperçoit également le Labrador. Ces deux terres sont séparées par un long détroit qu'emprunte le Dumont d'Urville. Ainsi, nous avons bien traversé l'Atlantique et nous sommes bien arrivés dans les eaux canadiennes. Le bateau navigue maintenant dans le golfe du Saint-Laurent, qui est en réalité une vaste mer intérieure dont on cerne difficilement les limites. Il y a une grande différence entre le paysage que l'on imagine sur la carte marine et la réalité visible sur place où les côtes très éloignées sont difficiles à distinguer. Durant 2 journées, un ciel pur et lumineux nous gratifie d'inoubliables levées de soleil qui s'éternisent dans le petit matin. C'est le grand beau temps. Le calme de la mer autorise de longs moments de détente autour de la piscine où cela bronze à tout va. Sur les ponts panoramiques, quelques-uns se perdent dans la contemplation de l'horizon. La croisière se repose. Près de la piscine, le premier café du matin prend une saveur toute particulière. Vivre un tel instant vaut le voyage à lui tout seul. Avec les conseils des pilotes locaux, le Dumont d'Urville commence sa navigation dans le Saint-Laurent proprement dit.
6 équipes de pilotes vont ainsi se relayer jour et nuit jusqu'à Toronto pour assister le commandant et les équipes de quart, pour louvoyer en toute sécurité dans les méandres du fleuve, suivre les chenaux et éviter les écueils. Changement de météo. Ciel gris et plafond bas pour cette nouvelle journée de navigation dans le vaste estuaire du Saint-Laurent. Nous y rencontrons de rares cargos ou traversiers qui relient la presqu'île de Gaspésie au reste de la province de Québec. Et la pluie fine se mélange à la brume, voilant les rives du Saint-Laurent. Une humidité poisseuse nous cache la partie la plus étroite et la plus intéressante du fleuve. Avec un changement de pilote, le Dumont d'Urville traverse Québec et passe rapidement devant l'énorme hôtel qu'est le château Frontenac, emblématique de la ville. Mais aujourd'hui, la lumière n'y est pas. Et même, le spectaculaire pont de Québec n'en est que plus fantomatique. Construit en 1917, ce pont remarquable est toujours en service et est devenu monument historique. C'est le premier des nombreux ouvrages enjambant le fleuve et sous lequel doit passer le bateau. Il est maintenant doublé par un pont à haubans, le pont Pierre-Laporte. Arrivé à l'aube dans le port de Montréal, la plus grande agglomération du Québec. Après avoir traversé le port de commerce, le Dumont d'Urville doit passer sous le pont Jacques-Cartier avant de s'amarrer au terminal de croisière situé en pleine ville. C'est la première fois que nous posons pied-à-terre depuis plus de 10 jours pour une courte escale de la matinée. Le quai d'amarrage du bateau est tout proche du quartier historique du Vieux-Montréal. Les solides constructions en pierre grise contrastent avec les façades de verre et d'acier des récents et hauts immeubles en arrière-plan. Quelques pas suffisent pour rejoindre l'hôtel de ville et son balcon historique, depuis lequel le général de Gaulle avait fait une déclaration tonitruante au sujet du Québec en juillet 1967. La basilique Notre-Dame est un lieu phare de l'histoire de Montréal et l'un des monuments religieux les plus importants du patrimoine québécois. C'est un vaste édifice néo-gothique datant du XIXe siècle qui attire de nombreux visiteurs. Son étonnante décoration intérieure est inspirée de la Sainte-Chapelle de Paris. Appareillage de Montréal à 13h. Dès la sortie du terminal,
le Dumont d'Urville subit les effets d'un fort courant descendant avant de repasser sous le pont Jacques-Cartier et contourner l'île Sainte-Hélène. Après un demi-tour au milieu du fleuve, le navire emprunte la voie maritime du Saint-Laurent. Cette voie maritime est en fait un gigantesque ouvrage de génie civil réalisé conjointement par le Canada et les USA pour faciliter l'accès des Grands Lacs américains aux plus imposants cargos et leur éviter ainsi une rupture de charge dans le port de Montréal. À proximité de Montréal, la première écluse, celle de Saint-Lambert, est la plus complexe. 2 ponts levants à chaque extrémité du sas permettent d'alterner la circulation des véhicules routiers et des trains sans interrompre leur trafic, même si un bateau est présent dans l'écluse. La partie aménagée sur le fleuve s'étend sur 300 km et un système de 7 écluses permet de compenser les 69 mètres d'écart entre le niveau du port de Montréal et celui du lac Ontario. Ces écluses sont maintenant équipées d'un système d'amarrage automatique qui maintient le navire durant les phases de remplissage ou de vidange sans avoir recours au lamaneur. Chaque écluse mesure 234 mètres de longueur, 24 mètres de largeur et 9 mètres de profondeur. À chaque passage, ce sont près de 47 000 mètres cubes d'eau qui se déplacent en moins de 10 minutes. Cette artère commerciale vitale a été inaugurée le 26 juin 1959 par la reine Élisabeth d'Angleterre et le président des États-Unis, Dwight Eisenhower. Kilomètres et 2 heures plus tard, le Dumont d'Urville se présente devant l'écluse de la côte Sainte-Catherine qui permet d'éviter les tumultueux rapides de la Chine. Depuis les ponts extérieurs, on voit la manœuvre précédente se répéter à l'identique. Entre les berges du canal qui bordent le Saint-Laurent, le bateau passe sous de nombreux ponts et viaducs routiers ou ferroviaires. Une véritable anthologie de la construction métallique. Et 4 autres écluses seront encore franchies durant la nuit. La météo canadienne n'est pas à une contradiction près. Ces grands soleils aujourd'hui, la purée de pois et les menaces orageuses se sont éloignés et l'on ne va pas s'en plaindre. Après le passage de toutes les écluses, le Dumont d'Urville navigue maintenant dans la partie supérieure du Saint-Laurent, au plus près de la frontière canado-états-unienne.
Notre bateau navigue dans un chenal pour le moins étroit à travers la région des 1000 îles qui s'étale sur 80 km de longueur au fil du fleuve. Cet archipel méconnu est l'un des secrets les mieux gardés d'Amérique du Nord. Il n'abrite que des résidences estivales où les familles les plus riches du Canada et des États-Unis s'installent à l'abri des regards dans un cadre unique, leur tranquillité à peine perturbée par le passage de rares bateaux. Toutes ces constructions disparates, résidences colorées, simples chalets, hôtels ou châteaux extravagants sont implantés un peu au hasard sur les berges ou sur de petits îlots. Il n'y a là aucune unité architecturale, mais l'ensemble est bien agréable à admirer. À frôler ces résidences au plus près, tout ne semble être que luxe, calme et volupté. La belle vie à la sauce nord-américaine. Et vu du pont de notre bateau, cette conception des loisirs canadiens ou US est pour le moins inhabituelle, un grand moment de dépaysement. Le Dumont-d'Urville arrive ainsi au bout d'un parcours de 3 jours passé à remonter le fleuve Saint-Laurent depuis son estuaire. La navigation se poursuit maintenant sous un franc soleil à travers le lac Ontario jusqu'à Toronto que l'on atteindra demain matin. Dès l'aube, la silhouette de Toronto se profile au-dessus de l'horizon. Progressivement, les contours de la ville se dessinent sous nos yeux. Après une croisière inédite de 3100 milles à travers l'Atlantique et au cœur du Canada, le Dumont-d'Urville aborde le quai, signifiant la fin de la partie maritime de ce voyage vers les Amériques. En fin de journée, avec une pointe de nostalgie, nous voyons le Dumont-d'Urville s'éloigner sans nous vers d'autres aventures en direction des Grands Lacs américains. Bon vent, petit bateau. Et après cette magnifique croisière, notre projet est de poursuivre le voyage par un court séjour à Toronto, puis une découverte des chutes du Niagara et enfin un détour par New York. Toronto est la plus grande métropole du Canada.
Bouillonnante, animée, multiculturelle, elle est une des villes les plus attractives du monde grâce à son dynamisme économique. À peu de distance des tours du quartier des affaires, Kensington Market ressemble à une banlieue toute britannique avec ses alignements de petites maisons victoriennes. Les vagues successives d'immigrants en ont ensuite fait un des hauts lieux de la vie de bohème de Toronto, avec ses échoppes d'artistes, ses cafés et ses boutiques spécialisées. Bien sûr, ce sont les plus hautes tours qui attirent l'attention. Les gratte-ciels sont nombreux et reflètent les tendances techniques de leur époque. Pierre, béton armé, verre et acier. Le soir, cette diversité architecturale est encore plus manifeste. Symbole visuel de Toronto, la tour de télécommunication du Canadian National, autrement appelée Tour CN, est l'attraction majeure et incontournable de la ville. Impossible de séjourner ici sans escalader cette tour. Les chiffres donnent déjà le vertige à eux seuls. 553 mètres de hauteur totale. Une plateforme d'observation à 360 degrés est située au 147e étage, à 346 mètres de hauteur, que l'on pourrait atteindre en gravissant courageusement 1776 marches. Heureusement, 11 ascenseurs extérieurs rejoignent cette plateforme en 58 secondes. Arrivé au but, le spectacle est époustouflant en dominant les plus hauts gratte-ciel, le lac Ontario et tous les quartiers de la ville. Il y a même un plancher de verre qui permet de se faire peur en surplombant routes et immeubles. Depuis Toronto, 2 heures de bus suffisent pour rejoindre les chutes du Niagara, l'un des sites les plus réputés d'Amérique du Nord, attirant chaque jour des milliers de touristes. Il faut dire que le lieu ne manque pas d'impressionner. Issue du lac Erie, la rivière Niagara alimente le lac Ontario et forme la frontière naturelle entre le Canada et les États-Unis. L'énorme débit de la rivière se déverse dans le lit inférieur par 2 cataractes, l'une américaine est plutôt rectiligne, tandis que la chute canadienne en forme de fer à cheval est beaucoup plus spectaculaire. La puissance et le volume des flots sont impressionnants, de même que le bruit et l'étendue du nuage de bruine qui arrose copieusement les visiteurs selon l'orientation du vent. L'arc de cercle de la chute canadienne mesure 670 mètres de longueur. De cet arc, ce sont 3000 mètres cubes d'eau à la seconde qui plongent de 67 mètres dans un fracas assourdissant.
Malgré la foule des visiteurs et le bruit incessant du bouillonnement de l'eau, le spectacle est grandiose et pour tout dire hypnotisant. Cela ne s'arrête jamais, même la nuit. Fascinant. Dès le matin, nous quittons le Canada en traversant le Rainbow Bridge pour nous rendre à la gare ferroviaire de Niagara Falls, située en partie US. « 700 km et 10 heures plus tard, nous parvenons à New York après un trajet bien lent mais calme et confortable. New York. C'est la ville de tous les superlatifs, gigantesque et enfiévrée. D'emblée, nous sommes saisis par la hauteur des gratte-ciels, les bruits de la rue, la frénésie des habitants. New York, c'est la ville qui ne s'arrête jamais, à l'image de ce policier hyperactif qui résume à lui seul le rythme forcené de la cité. Malgré l'effervescence urbaine, on arrive pourtant à trouver des îlots de calme et de verdure comme celui de la High Line. Un parc suspendu à 10 mètres de hauteur et aménagé sur l'emprise d'une voie de chemin de fer désaffectée qui desservait autrefois les entrepôts du West Side de Manhattan. La High Line est très prisée des New-Yorkais qui viennent déambuler et se détendre loin de l'agitation urbaine. En se promenant entre des plantations sauvages et des installations d'artistes, on a l'impression de flotter parmi les gratte-ciels. Ce parc, unique en son genre, est suspendu au-dessus des rues et se faufile entre les buildings non loin de l'Hudson River. Il offre des points de vue inédits sur tous les immeubles du quartier. Cette randonnée nous mène directement à un récent et important complexe immobilier nommé Hudson Yards, dont la plus haute tour, The Edge, est une réelle prouesse architecturale typique des grands gratte-ciels américains. The Edge est doté d'une vaste plateforme panoramique installée au 100e étage à 335 mètres de hauteur. Cette large terrasse, inaugurée en septembre 2020, s'avance dans le vide sur près de 25 mètres. Les sensations et les frissons sont garantis. On a vraiment l'impression d'être suspendu dans le vide au-dessus de New York. La perspective sur l'étendue de la métropole est époustouflante. On a beau s'y attendre, on est tout de même bluffé. Randonnée ce matin sur le pont de Brooklyn, le plus emblématique de New York, qui se trouve tout au sud de la ville. Inauguré en 1883, il franchit l'East River pour relier Manhattan au quartier de Brooklyn. Depuis la promenade piétonne située au-dessus des voies de circulation, le coup d'œil sur ce côté de Manhattan est inhabituel et les points de vue sur la baie et la skyline de New York sont absolument magiques.
Impossible de visiter New York sans passer par Times Square, l'une des places les plus connues au monde. Site incontournable avec une ambiance hors du commun, Times Square fait partie intégrante de la ville et de son histoire. Carrefour emblématique de New York, l'agitation y est à son maximum le soir. Les théâtres, boîtes de jazz et boutiques de marque attirent une foule dense parmi laquelle on a bien du mal à se frayer un chemin. C'est le paradis de la publicité à outrance que des écrans géants diffusent en boucle sur les façades des buildings. Les plus grandes marques mondiales se bousculent ici pour être vues du plus grand nombre. La débauche de bruit, de lumière, d'images, de cris et de bousculades est tout simplement inimaginable. Ce bain de foule est à voir et à vivre impérativement pour s'imprégner de la démesure et du bouillonnement de la Big Apple. S'il est un monument emblématique de New York, c'est bien la Statue de la Liberté qui fut conçue et offerte par la France aux USA en 1874 à l'occasion du centenaire de la Déclaration d'indépendance. Ce monument mondialement connu en impose par sa hauteur et son volume. Juchée sur son piédestal, la statue culmine à 92 mètres. Mais c'est surtout le symbole qu'elle représente qui impressionne le plus. Le flambeau de la liberté, brandi fermement à bout de bras à la face du monde, est particulièrement évocateur et majestueux. C'est de l'île de la Liberté que l'on admire le mieux Manhattan. Et l'on ne peut s'empêcher de penser que malgré sa hauteur et son élégance, la tour du 1WTC ne pourra remplacer les tours jumelles, disparues à jamais de la skyline de New York en septembre 2001. En hommage à toutes les victimes de ce funeste jour, un mémorial a été créé pour ne jamais oublier ce drame, et là encore, la symbolique du lieu est très forte. À l'emplacement des Twin Towers, un anti-monument en creux a été imaginé. 2 bassins ont été excavés dans l'empreinte exacte des tours. Sur les parois des bassins, un ruissellement d'eau se perd vers des puits carrés dont on ne voit pas le fond, évoquant le destin des victimes aspirées vers le vide et l'inconnu. Saisissant. Autour de chaque bassin, les noms des disparus sont gravés, également en creux, sur une margelle d'acier noir où plusieurs New-Yorkais viennent se souvenir. Vraiment poignant. Et nous terminons ce périple comme nous l'avons commencé, en bateau, pour avoir une vision extérieure de Manhattan depuis l'Hudson ou l'East River. On revoit des images connues, mais on découvre aussi des coins plus secrets, notamment en naviguant sous les magnifiques ponts de l'East River. Avec le recul, cela permet d'avoir un regard plus global sur la ville et aussi de remettre chaque building à sa place parmi les autres, ce qui est difficilement perceptible lorsque l'on se trouve au pied de ceux-ci.
Alors, ce tour en bateau a bien complété la vision que l'on avait déjà de New York et marque un point final à ce long et beau voyage à travers l'Atlantique et l'Amérique du Nord.